Bonjour à tous. Tout d'abord, excusez-moi pour le retard, mais vous le savez peut-être que le RERC a été coupé dans deux sens. Donc on a dû faire autrement. De toute façon, Frédéric a très bien fait de profiter de ce temps libre pour vous parler de son intervention. Voilà, donc moi je vais vous faire aujourd'hui quelque chose qui comporte à peu près deux volets. Le premier volet, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre historique sur la chambre. Et puis ensuite, une deuxième partie qui est une partie écrite de façon plus libre, qui est écrite par quelqu'un qui habitera ou qui habiterait la chambre que vous êtes en train de faire. C'est une intervention qui va être lue, mais c'est pas très ardu puisque c'est écrit pour être lu. Donc j'espère que ça va pas vous ennuyer trop. Voilà. Donc l'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui prend source dans celui que j'avais fait en 2010 pour le A32, consacré au logement collectif, qui était dirigé à l'époque par Christian Ovette, coordinateur de ce cours, qui, agacé par une certaine nonchalance des étudiants devant la question de la contrainte, a fait de ce thème carrément un sujet d'investigation. Chaque prof devait choisir une des illustrations de la contrainte. Pour ma part, j'ai choisi la contrainte des circulations, souvent déconsidérée, voire oubliée des projets, circulation comme espace libre et disponible, dans lequel le corps est censé se mouvoir tant bien que mal du matin au soir. Dans une sécheresse d'idées absolues alors, j'avais donné à mon intervention le titre « La circulation des corps », le même que je réemploie encore aujourd'hui, mais à une différence près. J'ai glissé la préposition « de » devant le titre et j'ai ajouté « de la chambre » pour insister davantage sur le lien qui unit la chambre et le chemin qui y mène. Il faut dire qu'au sujet des circulations, j'ai été d'autant plus sensibilisé qu'en tant qu'étudiant en architecture, et même beaucoup plus tard encore, je ne saisissais pas vraiment, je pense, ce dont un corps a besoin pour circuler et donc pour exister. Du coup. Mais petit à petit, le temps passait avec lui la question d'une certaine physicalité des choses, d'une corporéité associée au vide vital qui s'imposait et qui m'apparaissait de plus en plus clairement comme éminemment centrale dans la conception architecturale comme dans la vie tout court. Ce sentiment se trouvait périodiquement conforté par certaines lectures, des romans, des essais qui conjuguaient la corporéité, le passage du temps et le souvenir, comme par exemple dans Pensées d'architecture de Peter Zumthor, où tout de suite à la première page, celui-ci parle du pouvoir d'évocation des choses, à partir des souvenirs corporels enfouis, qui remontent à la surface sous forme d'images. Il dit, je cite, « Je crois sentir encore dans ma main une poignée de porte, une pièce de métal arrondie comme le dos d'une cuillère. Et ce n'est que plus tard encore que tout d'un coup, je me suis remémoré qu'avant de partir de Prague à l'aube des années 80,
J'ai publié dans une revue d'architecture un article qui parlait du parfum inimitable d'une cage d'escalier dans un immeuble de rapport du 19e siècle et du toucher à la fois frissonnant et doux de la rambarde en laiton vieilli, terni par le temps. Cette incursion dans le temps m'a semblé alors capitale. Comme j'ai oublié le titre exact de cet article, j'ai appelé plus tard cette étude l'approche proustienne de l'architecture. Ceci à l'hommage du côté de chez Swann, qui, lorsque je l'ai lu pour la première fois, m'a si ensorcelé que plus j'avançais dans la lecture, moins vite je lisais, jusqu'à une ration d'une page par jour, seulement pour faire durer le plus longtemps ce bonheur. Quand sollicité par le A12 en 2013, j'ai relu La circulation des corps de 2010, j'ai trouvé que non seulement ce texte se trouvait éloigné de la question du contexte comme détonateur du projet, un des enjeux récurrents, me semble-t-il, du P12, mais en revanche assez proche de la deuxième partie de ce P12 appelé la pièce. J'ai décidé alors d'écrire un autre texte soutenu dans ce projet par certaines lectures parallèles dont je voudrais mentionner surtout celle de l'auteur et l'architecte finlandais Juhani Palasmaa, découvert tardivement en 2011 et dont j'ai lu Le regard des sens, paru en français la même année. L'original écrit en anglais s'appelle en réalité The Eyes of the Skin, soit les yeux de la peau, et est écrit comme un large plaidoyer en faveur des autres sens que la vue, longtemps hégémonique, et surtout du toucher comme le titre lui-même l'indique. La thèse du livre avance donc que nous aurions quelque chose d'aussi sensible que les yeux au bout de nos doigts, que nous regarderions par la peau. Palasmaa, avis de Stephen Hall, avec qui, ainsi qu'avec Alberto Pérez Gomez en 2006, il a coécrit le livre Questions of Perceptions, Phenomenology of Architecture, fait sans doute partie des gens évoluant dans la lignée de Merleau-Ponty depuis l'apparition de sa phénoménologie de la perception en 1945. Dans l'esprit d'un Merleau-Ponty, le corps est le lieu de la perception, de la pensée et de la conscience, et le travail de création fait appel à l'identification corporelle et mentale, à l'empathie et à la sensibilité, à l'intelligence et à la compassion, ou compatissance, comme disait Balzac dans un beau néologisme. Concernant les sens, Palasmaa part de la considération que depuis la Renaissance, dans le système hiérarchique établi entre les 5 sens, la vue était considérée comme le plus noble et classée en première position, alors que le toucher se trouvait en dernière. Il poursuit là la critique du régime perspectiviste cartésien, critique initiée justement par Merleau-Ponty, affirmant que dans ces régimes, le spectateur est comme désintéressé, désincarné, entièrement extérieur au monde. Palasmaa propose à la suite de Merleau-Ponty un sens visuel considéré comme une vision corporelle, une partie incarnée de la chair du monde, tel qu'il l'énonce dans Le visible et l'invisible, que Merleau-Ponty a publié en 1964. Notant qu'à l'image du corps cosmique, la vue est comparée au feu et à la lumière, et le toucher à la terre, Palasmaa établit comme un arc électrique entre le ciel et la terre et propose l'expression « un œil qui touche ». Si l'architecture exprime les expériences d'être dans le monde et renforce notre sens de la réalité et du soi, le toucher est le monde sensoriel qui intègre notre expérience du monde dans celle de nous-mêmes. Même les perceptions visuelles se fondent et s'intègrent dans le continuum tactile de l'être. Mon corps se rappelle qui je suis et où je me situe dans le monde. Mon corps est vraiment le nombril de mon propre monde, non comme point de la perspective centrale, mais comme lieu de référence, de mémoire, d'imagination et d'intégration. Bref, je fus beaucoup touché, c'est le cas de le dire, par ces considérations qui venaient rejoindre ce quelque chose que j'ai ressenti confusément à la fin des années 70 et délaissé depuis. Mais le tableau serait incomplet si je m'étais de mentionner autre chose, à savoir un positionnement que je ressens comme de plus en plus urgent en faveur de l'usager, de l'habitant, traduisant un certain agacement qui me saisit lorsque c'est lui pour qui en principe l'architecte travaille, n'est pas au centre de sa préoccupation, voire s'en trouve évacué, au profit d'un discours unilatéral souvent complaisant et parfois narcissique, qui est destiné aux seuls initiés. Dans certains travaux, que ce soit ici, à l'école ou à l'extérieur, le travail d'architecte s'arrête à la suffisance stylistique et à l'image du projet. Mais l'humain qui va y vivre, qui s'intéresse tellement à lui. On parle beaucoup du travail de la conception architecturale, mais pas assez à mon goût, de celui à qui il est destiné dans sa finalité. C'est sûrement pour cette raison de prospection plus humaine, plus anthropologique,
que j'ai tant apprécié le livre de l'historien Michel Perrault, Histoire de chambre, publié en 2009. Écrit avec beaucoup de bonheur et relativement librement par rapport à l'exercice habituel qui est plus orthodoxe d'un travail historien, Michel Perrault trace dans ce livre une sorte de typologie de chambre, selon ce à quoi elles se désignent ou selon qui sont leurs occupants. Donc par exemple, elle parle d'une chambre d'hôtel ou de la chambre de Virginia Woolf. D'ailleurs, c'est sûrement à une chambre à soi que Virginia Woolf, que Michel Perrault faisait allusion dans son titre, la chambre considérée comme un refuge ultime de l'intériorité, comme lieu même de l'intimité, là où nous construisons notre fort intérieur. Comme précédemment, cette lecture a trouvé l'écho dans le souvenir d'un texte de Adolf Loos, tiré du recueil Das andere, paru à Vienne en 1903, où Loos fait apparaître en quelque sorte l'impuissance de l'architecture, aussi géniale soit-elle, face aux événements de la vie, aussi banal soit-il. Le drame qui vient de se dérouler dans la chambre n'est pas fonction de sa configuration, il a eu tout simplement lieu, quelle qu'elle soit cette configuration, et quelle que soit l'intention de l'architecte. Je cite Adolf Loos, « Une main serre encore fiévreusement le revolver fumant. Sur la table, une lettre de rupture. La pièce où se déroule cette scène est-elle de bon goût? Qui donc posera cette question? Qui donc s'en souciera? C'est une pièce, voilà tout. Qu'est-ce qu'un concept face à un événement? Certes, cette mise en doute peut paraître trop provocante, notamment dans une école d'architecture où le mot concept est prononcé toutes les 10 secondes, mais aussi parce que nous en avons besoin de concepts. Seulement, nous avons aussi besoin de cette empathie dont il était question tout à l'heure, de cette empathie sensible, de cette disponibilité de l'esprit, lorsque, en tant qu'architecte, on travaille sur un projet, de cette capacité de se projeter justement dans la peau du futur habitant pour préfigurer ce qui sera son cadre de vie, son espace, sa chambre à lui. L'allemand a pour cette capacité de revêtir la sensibilité de son prochain, de s'y introduire en l'anticipant, une très belle expression qui est Einfühlung, qui est le mot tiré du titre du livre de Wilhelm Bohringer, Abstraktion und Einfühlung de 1908, qui pourrait se traduire par ressenti de l'intérieur et qui désigne la capacité sensible dirigée vers l'intérieur de l'autre. Mais revenons un instant encore sur le titre « Une chambre à soi ». Livre que Virginia Woolf a publié en 1929 et qui est écrit surtout à l'intention de jeunes femmes, les incitant à se créer un espace à elles, un lieu de ressourcement fort, une condition pour se construire et pour s'épanouir. Le titre original en anglais est « A Room of One's Own ». Le mot anglais « room » signifiant à la fois une chambre est l'espace qu'on occupe physiquement et en même temps mentalement la place que l'on occupe dans la pensée d'autrui. Ce double sens est intraduisible en français. Oui, on a compris, la chambre est certes physique, mais son retentissement est tout aussi mental et chaque personne un peu sensible la porte en elle. Franz Kafka disait déjà que, je cite, « Tout homme porte une chambre en lui ». Quand un homme marche et que l'on écoute attentivement, on entend par exemple le brimballement d'une glace qui n'est pas bien fixée au mur. C'est une citation tirée de la grande nouvelle de jeunesse de Kafka qui s'appelle « Préparatifs de noces à la campagne » de 1908. Dit avec Michel Perrault, la chambre est une métaphore de l'intériorité, du cerveau, de la mémoire. La chambre est le témoin, la tanière, le refuge, l'enveloppe des corps, la citadelle. La poétesse américaine Emily Dickinson, la séquestrée volontaire de sa maison, se réfugie dans la chambre au 2e étage, où son imaginaire hors limite lui dicte en vers courts et ramassés son désir d'absolu. Je cite « La maison est ma définition de Dieu. L'éternité monte autour de moi comme une mer. Fermer nos yeux et voyager. Au contact qui peut s'avérer décevant, elle préfère les mots, les lettres lues dans le secret, la porte close. Obsédée par le mystère de l'absence, de la déchirure, de l'hiatus, et hantée comme mal armée par la page blanche, elle note dans son carnet les mots qui la visitent et qui tombent comme des couperets définitifs et ultimes. Sa vraie chambre est exclusivement intérieure. Dans le poème « Une âme en incandescence », elle écrit « Pour être hanté, nul besoin de chambre, nul besoin de maison, le cerveau regorge de corridors plus tortueux les uns que les autres. » Alors, si l'on voulait inspecter l'origine du mot « chambre », on découvrirait que sa première apparition était grecque.
sous le terme kamara, avec un K, qui est donc ici sur le numéro 12, tout en haut à gauche. Sous le terme kamara se cache toute pièce destinée au repos, la chambre à coucher, soit au fond de la maison, soit à l'étage, où on accède par un escalier extérieur en bois, doté d'une petite ouverture qu'on obstruait le plus souvent pour se prévenir de la chaleur du soleil ou du frimas d'hiver. Dans cette chambre, on dort sur un lit formé d'un cadre de bois équipé de sangles, d'une natte de jonc, d'un oreiller et d'une couverture. La nuit, on enlève son manteau, la ceinture, sa tunique pour les hommes, le soutien-gorge pour les femmes. À part lorsqu'on fait l'amour, il est d'usage de garder cette tunique qui sert de chemise de nuit. Un autre mot sert à désigner la chambre, plus précisément la chambre à coucher conjugale ou nuptiale, et c'est le terme thalamos, en grec, ou thalamus en latin. Il est très révélateur de constater que ce même terme s'utilise en anatomie. Il désigne l'endroit qui sert à filtrer les informations, qui arrive au cortex cérébral et qui a principalement une fonction de relais et d'intégration des afférences sensitives, sensorielles et motrices, ainsi que la régulation de la conscience, la vigilance et du sommeil. Puis le mot thalamus se retrouve aussi dans quelque chose qui gère 24/24 nos vies et qui est l'hypothalamus. Hypo veut dire en grec dessous, thalamos comme on le sait déjà, chambre ou cavité. Cette chambre en dessous ou du dessous est une structure du système nerveux central qui s'occupe de réaliser la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien par le biais d'une glande endocrine qui s'appelle l'hypophyse. Grâce à ces connexions avec l'hypophyse, l'hypothalamus est responsable de plusieurs processus métaboliques et d'autres activités du système nerveux autonome. Je dois admettre qu'il ne me déplaît guère d'imaginer la chambre, la fabrique d'intériorité, à l'instar de cette autre fabrique complexe qui contrôle la large gamme fonctionnelle corporelle, comportementale, comme la reproduction, la thermorégulation, le contrôle du rythme circadien ou encore la faim. Plus tard, en période latine, camara devient camera avec un C, désignant une voûte, un caveau voûté, funéraire, mais aussi les cabines arrondies en berceau à l'arrière des vaisseaux antiques. Et c'est l'exemple parlant d'une très ancienne parenté entre la cabine du bateau et la chambre. La chambre comme lieu du transport, la chambre qui nous transporte et qui véhicule l'idée du voyage. À Rome, il y a le cubiculum, du latin cubile, c'est-à-dire niche, tanière, gîte, qui désigne le lieu de retrait, de repos, de l'amour. Le cubiculum est un réduit étroit de quoi placer un lit, une pièce reculée, petite, carrée, carrelée, diurne ou nocturne, qu'on peut fermer à clé, pièce sexuelle et donc secrète, en raison de la honte qui s'attachait non à l'acte sexuel lui-même, mais à sa publicité réprouvée. Pour résumer, l'étymologie de la chambre de l'époque gréco-romaine renvoie donc inlassablement à l'idée de quelque chose de fermé, limité, secret, sûr, destiné au sommeil nocturne ou diurne, au transport et aussi à la mort. Mais à Rome, il n'y a pas d'au-delà, pas d'immortalité d'âme. La mort est un néant, un sommeil éternel. Le Romain passe sa vie dans son lit. Il y est né, il y dort gardant des sous-vêtements, pagne qui couvrent le corps des hanches jusqu'aux cuisses, chevilles, soutien-gorge, tunique, etc. Le Romain allongé sur un lit, calé sur le coude gauche, est une image d'Épinal. À la différence des Grecs, Rome refuse l'amour courtois. Un Romain amoureux est un homme perdu, moralement tombé en esclavage. Il est de bon ton de faire chambre à part. Faire l'amour autrement que la nuit est considéré comme un libertinage éhonté. Et le mariage ne signifie pas la fondation d'un foyer. L'épouse est considérée comme un élément de la maisonnée, au même titre que les fils, les affranchis, les clients et les esclaves. C'est seulement lorsqu'une nouvelle morale apparaît au stoïcisme que l'idéal du couple devient un devoir avec la place de l'épouse relevée au rang des amis. Les Romains vivent dans la promiscuité. Esclaves et servantes dorment à côté du lit. Ce n'est que plus tard qu'on instaure le couloir de séparation entre la chambre et les autres pièces. Au Moyen-Âge, la chambre en tant que telle n'existait pas encore. Tous les habitants de la maison partageaient dans la promiscuité totale
une salle commune munie d'un âtre. La salle intergénérationnelle est multifonctionnelle. Les gens dormaient dans les lits collectifs, communs aux parents, oncles, tantes, cousins, cousines, enfants, esclaves, serviteurs, parfois même plus de 10 personnes où tout le monde dormait pêle-mêle, habillé, mais plus souvent nu. L'Église le désapprouve et recommande dormir habillé et dans un lit individuel. La nudité n'est plus l'expression christique de la vérité, elle est considérée comme une manifestation sexuelle et génitale qui risque de détourner de l'onesta copulatio, de l'amour conjugal et fécond, et en effet le lit sera commun à l'homme et la femme qui s'aiment d'affection dans ce lit où ils procréent chastement. La femme ayant passé du statut de mobilier comme à Rome à l'humain, mais pour le coup dangereusement humain, car on la craint pour son pouvoir magique inexplicable. On utilise aussi le lit clos, parfois à l'étage, une sorte d'armoire à couchettes qui était alors largement répandue. La raison principale en était la conservation de la chaleur. La salle pouvait avoir une alcôve dans laquelle était placé le lit conjugal. L'ouverture progressive sur d'autres cultures modifie la conception de ce qui est à soi chez l'individu, quitte la grégarité ambiante et recherche l'intériorisation, sinon l'introspection qui demande au sein de l'espace domestique un espace plus privé, plus retiré. Le privé prive à tous désigne ce qui se trouve en retrait et qui favorise l'épanouissement de l'intime, du secret, et il faut alors une enceinte pour circonscrire cet abri. La notion du privé contamine le public et le palais se met à ressembler à une maison, déjà avant l'an 1000. Le passage de la salle à la chambre se fait par séparation interne, cloison de bois, ou tenture appelée courtine, dès le XIIe siècle. On se met à hiérarchiser des espaces avec, au bout, la thalamus comitis, le lit ou chambre conjugale, thalamus de nouveau, qui, tel un Big Brother is watching you, supervise notre fonctionnement. Dès le XIIe siècle apparaît un vocabulaire spécifique concernant le lit. De dimension imposante, il est posé sur une ou deux marches, dépassant son emprise. On dort la tête couverte d'un bonnet, mais nu. Dès le XVe siècle, on démultiplie les salles et les chambres. On élargit sur 2 étages la vie du ménage. On attribue des lieux privés spécifiques, chambres des parents, des enfants, des domestiques, et on met en valeur la cour comme centre esthétique et festif de la demeure conjugale. La chambre, tout en conservant l'usage de la pièce réservée par excellence au repos et au sommeil, connaît un emploi diurne constant et multiple qui est nouveau. On y travaille, on y prie, on y lit et on y reçoit beaucoup. Au milieu de la chambre trône le lit, faste paisible, non volatile, symbole massif de l'harmonie conjugale et familiale. Cela dit, les grands lits font place à des lits individuels. On dort encore nu, coiffure exceptée. Le sentiment de privé s'amplifie. Être chez soi, ce n'est plus être dehors, ce n'est pas être en représentation. On entre dans la chambre des pensées. Cette cellule privée, comme Montaigne, pour se retirer en soi-même. Avec la société de la cour apparaît la stratégie de l'antichambre, c'est-à-dire la séparation stricte des locaux de service et du personnel des appartements privés et des salons de réception. Les chambres à coucher du maître et de la maîtresse étaient précédées d'antichambres. C'est un terme qui date de 1529, du latin anti, avant, et en italien anticamera, chambre de devant. Dans l'antichambre, qui est le symbole architectural de la bonne société, se tient le laquais. Les résidences de la noblesse se font sur un plan similaire. Corps central avec salon et salle de réception, les ailes occupent des appartements privés qui, séparés de la largeur de la cour, se surveillent. À la cour, la partie domestique est réduite par rapport à la partie sociale. Ce qui prime, c'est de représenter sa maison aux yeux d'autrui. À la différence de la bourgeoisie basée sur le concept de la famille, la noblesse et l'aristocratie campent sur l'étiquette. Là, la femme, représentante de la maison, accueille, installée dans son lit de parade, lit sanctuaire, le chevet adossé à la muraille qui trône au milieu de la pièce, parfois placé sur une estrade et protégé par une balustrade ou un paravent qui délimite la ruelle avec des tabourets pour les invités.
À partir du Moyen-Âge et à travers de l'époque moderne, on assiste à une multiplication de significations du mot chambre. D'abord dans une superposition du domestique et du politique, par exemple la chambre de parade et la chambre d'apparat, dont l'inégalable chambre de Louis XIV à Versailles, la chambre où le public assiste au lever et au coucher du roi, qui la nuit la quitte pour se réfugier dans les draps et les bras d'une de ses maîtresses et qui, au petit matin, aidé par d'innombrables valets de service d'ordre triés au volet, rejoint, à travers les méandres de couloirs secrets savamment disséminés dans le palais, sa chambre d'apparat. C'est le théâtre codifié de la chambre royale, avec pas moins de 6 entrées et sorties différentes, basées sur 6 catégories différentes de personnes. Mais la chambre joue aussi un rôle public. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le roi peut assister couché aux sessions du Parlement de Paris. C'est le siège du pouvoir, la Chambre des députés, aujourd'hui l'Assemblée nationale. Pour les révolutionnaires, la notion de la chambre est attachée à l'Ancien Régime, à une vision aristocratique. Elle suscite l'allergie, car pour eux, elle connote trop l'espace privé. À la fin du XVIIIe siècle, les préoccupations hygiénistes et stratégies sanitaires gagnent du terrain, notamment des théories aéristes, pour extraire l'air putride accompagné de la répulsion croissante pour les émanations de l'autre, érigée en principe d'individuation. C'est la victoire du lit individuel et de la chambre individuelle. La lutte contre la saleté et l'insalubrité des recoins est tout autant hygiénique que morale, car il convient également de contrôler la rencontre des sexes. L'alcôve, cet abri tempéré de l'intimité et de plaisir, est à proscrire. Un simple rideau suffit. On se méfie de l'atmosphère dense de certains meubles lourds, ainsi que de la surcharge des étoffes sur les lits. Le mot d'ordre est à désentasser, à ventiler. La chambre à coucher bourgeoise est l'expression qui ne s'impose qu'au milieu du XIXe siècle et qui identifie sa destination liée au seul couchage. Les chambres à coucher sont introduites nommément par les architectes dans les immeubles de rapport. Jusqu'à 1830, les plans des étages figuraient non compartimentés pour pouvoir être redivisés si nécessaire par la suite, grâce aux portes communiquant entre les chambres. Seul mobilier qualifiait la chambre. Point nodal de l'appartement, la chambre est bordée d'un côté par l'antichambre pour le rangement et la garde-robe pour l'habillement ou l'amant en fuite. Le lit est disposé de façon à ce que le visiteur y accède de face et à contre-jour, l'hôte restant en pleine lumière. Sur les murs latéraux, au-dessus des cheminées, il y a des glaces qui se font vis-à-vis, en démultipliant des points de vue et en jouant la mise en abîme. Le souci bourgeois est d'harmoniser son cadre de vie avec la représentation que l'on cherche à donner de soi et de son bon goût. Le mobilier cesse d'être pour la première fois dans l'histoire un symbole de richesse pour ne devenir qu'une simple collection d'objets utiles. Les lieux de toilette s'approchent de la chambre avec la découverte du siphon en 1870 et des petites cheminées, des pièces appelées jusqu'ici accessoires, se polarisent autour de la chambre. Boudoir, cabinet de travail, salle de bain, WC, une sorte de nouvel appartement privé dans l'appartement. Alors que l'aristocratie conçoit ses espaces d'habitation plus dans le souci de représentation, en séparant les sexes et en donnant à la chambre des dames en plus la fonction de réception, la bourgeoisie naissante, et notamment anglo-saxonne, recherche davantage l'intimité, la privacy. Elle sonne le glas des pièces commandées au profit d'une distribution plus fonctionnelle, initiant ainsi une architecture véritablement domestique, dont la chambre à coucher est le sommet. Naît la chambre conjugale, qui va tenter de concilier la fonction de procréation dictée par la morale chrétienne avec le droit de plus en plus pressant au désir et à la sexualité épanouie. Dans les classes moyennes, la chambre conjugale se normalise dès 1840. Néanmoins, cette confirmation du couple conjugal aura pour conséquence la disparition progressive de la chambre des dames. Auparavant, lieu aussi de conjugalité, où messieurs rejoignent madame, à l'instar des pratiques royales. Cette officialisation de la chambre conjugale enlève aux femmes la liberté de fermer la porte et avoir une chambre à soi, exactement comme celle que prône Virginia Woolf dans son texte éponyme. Il y a chambre et chambre.
Il y a la chambre où on dort, où on rêve, où on fait l'amour, où on se repose malade, où on agonise, où on meurt, où on se retire, où on prie, où on écrit, où on lit, où on ne fait rien. Chacun ici garde un souvenir particulier de sa chambre d'enfant, de celle de la jeune fille, comme celle du fils. Chacun ici se souvient encore précisément de la chambre d'adolescent, et tous, ou presque, ont connu l'indicible bonheur de la partager avec un être aimé. Mais si l'on confirme qu'une chambre à soi est le cœur de l'intime, comment alors l'envisager lorsqu'il s'agit, comme dans le cas présent, pour vous qui faites une chambre d'une résidence étudiante, d'une chambre qui n'est pas à soi, une chambre qu'on loue juste, chambre que son habitant n'occupera que pendant un laps de temps très court. Plus longtemps qu'une chambre d'hôtel, certes, mais sûrement moins que la chambre dans laquelle il a grandi ou celle à laquelle il a le droit d'aspirer et qui est le synonyme du Havre. Une chambre à louer, est-ce forcément une chambre impersonnelle? Comment faire pour se l'approprier? Comment faire pour que quiconque puisse y retrouver son intimité? Comment faire pour affronter le provisoire, le temporaire? Chambre. Mais vous faites plus qu'une chambre, vous faites un bâtiment pérenne, dans lequel vous vous confrontez à la notion du provisoire, incarné par des chambres, beau paradoxe. Dans cet exercice, vous vous trouvez écartelé entre le noyau de l'intime qui est la chambre et la ville environnante qui est son écrin, on ne peut plus public. Vous devez composer à la fois avec les deux, vous devez les mettre en un lien fécond, et si vous le faites dans l'esprit d'une métonymie. Le terme d'une métonymie veut dire que la totalité est contenue déjà dans n'importe quel de ces fragments, et inversement, un fragment dans une totalité, leur interagissement est symétrique, leur interdépendance totale. Dans cet ordre d'idées, la chambre annonce la maison, et celle-ci la ville. La ville est une grande maison et la maison une petite ville, dit la célèbre phrase d'Alberti. Il s'agit donc de penser le général à travers le particulier et le particulier à travers le général, en faisant attention à la correspondance du tout au parti et inversement, en considérant que la plus petite particule du projet contient un dénominateur commun qu'on retrouvera à différentes échelles et différents stades du projet garant de sa cohérence interne. Bon, et voici le texte que j'ai annoncé au début. Je me suis donc glissé dans la peau d'un jeune étudiant lambda qui habite un bâtiment pour lequel, à l'heure actuelle, vous faites votre projet. C'est un témoignage qui évidemment ne se limite pas aux seules considérations de notre pratique d'architecte, mais qui tente aussi de parler de ce dont on ne parle pas assez, de la vie tout court. Le réveil retentit. J'ouvris un œil et vis une courte portion du plafond faiblement éclairée par une lueur provenant de la fenêtre à ma gauche. La tache de lumière était en train de remonter vers le plafond pour épouser l'angle opposé. Je restais un moment immobile, espérant que la tache remonterait encore un peu plus en haut et un peu plus à gauche pour couvrir le coin où se retrouvent les trois pans X, Y et Z, là où on accrochait, penchait les icônes et où, à l'air un star, Malevich accrochait ses carrés noirs, mais aussi là où Tatlin expérimentait ses reliefs. Or la lumière se mit à bouger dans l'autre sens, et mon esprit, encore dans la limbe, nota à quel point je méconnaissais l'orientation de ma chambre. Il devait être encore tôt, car la lumière était blafarde. Je sentis tout mon corps reposer lourdement sur chaque centimètre carré de sa surface. Jambes et bras écartés, vus de haut, je devais rassembler à l'homme Vitruve de Léonard, parfaitement circonscrit dans un cercle, le touchant du bout de mes doigts et de mes orteils. Avec un peu plus de chance, on aurait cru que mon corps, lourd dans son horizontalité plate, flotte dans une sorte de suspension immobile, proche d'une lévitation. Lévitation, la lévitation, me dis-je. À l'intérieur de mon crâne, où quelques neurones encore en fonctionnement se sont remis à clignoter. La lévitation reste un fantasme majeur pour les architectes. La lévitation, ce fabuleux doigt levé à la descente des charges, qui jamais ne rencontreront le contact de la terre. Et le contact de la terre sonna dans ma pauvre tête comme un rappel soudainement concret de me lever
et de renouer avec le cycle inexorable de contraintes et d'obligations quotidiennes. Je rassemblais mes forces, les concentrais dans le bassin, et lorsque je sentis que toute l'énergie affluait là, je pris mon élan, enfonçai le bassin dans le matelas et rebondis en basculant sur mon flanc droit. Réussi. Mes plans de pied atterrissent avec un bruit gras sur le sol en parquet. Le bois a beau d'être taxé de chaud, sa froideur matinale me pénétra de bas en haut comme une décharge électrique. Où est passé le tapis, bordel? Je me rassis au bord du lit et soulevai mes pieds nus, les faisant tâtonner dans la pénombre à la recherche de mes espadrilles, quelque part par là. Je ne trouvais pas. Je voulus allumer la lumière, me rappeler que la lampe de chevet avait un fil trop court et qu'en plus la prise était trop loin du lit. Je dus donc me pencher et mettre à nouveau le pied sur le sol. Waouh! En tendant la main en direction de l'interrupteur, je renversai le verre d'eau posé sur ma table de chevet. Putain, m'écriai-je, quand l'eau éclaboussa mes orteils déjà glacés. Je fus maintenant assis dans la pièce à la lueur anthracite, face à la fenêtre visible seulement comme un filet central de lumière, car le rideau n'était pas assez grand. Il faut dire que ma fenêtre est immense. On était encore un pied en hiver et je sentais comment l'air frais émanait depuis la baie. Un instant, je m'oubliais et ce léger souffle se superposa au souvenir d'une brise légère au bord d'un lac au Canada. Là aussi, la lumière du matin se levait doucement et le vent provenant du lac me caressait le visage comme un coup d'aile tendre et surprenant. Cette excursion rêveuse, hélas, ne dura pas longtemps. Je fus ramené à la surface comme l'écume des jours. Putain, me dis-je, quel beau titre ce viand, pieds nus trempés posés sur le parquet glacial des matins de mars. La lumière progressait lentement et l'anthracite de la pièce devenait de plus en plus proche des gris chauds des natures mortes hollandaises de Kleisheda. Je commençais à distinguer les contours flous des choses dans ma chambre et vis qu'une tache informe et sombre un peu plus loin pourrait être le tapis tant recherché. Que nenni! À sa peau veloutée, je reconnus mon peignoir balancé là. Comment, je ne m'en souvenais plus. En général, je pose mon peignoir avant de me glisser nu sous la couette sur une chaise car le seul porte-manteau fut posé dans la salle de bain et je ne fis jamais l'effort pour m'acheter un valet. Le valet, c'est un bel objet, légèrement suranné, un peu comme le bidet, lui aussi en perte de vitesse, mais lui tout aussi pratique. Et me remémorait soudain d'avoir, il y a un certain temps, dans une librairie, feuilleté un poche au titre alléchant « Le confident des dames », coécrit encore par ce génial Roger-Henri Guérand, qui a déjà publié dans la même collection un livre consacré à l'histoire des WC, génialement titré « Les lieux », avec pour sous-titre « Histoire des commodités ». Les lieux, un afflux de sang n'a fait qu'un tour dans mes veines heideggeriennes, et je pensais non sans émotion à mon livre de chevet de Christian Norberg Schultz, traduit en français sous le titre « L'art du lieu », mais qui s'appelle en réalité dans son titre original, publié en italien en 1996, Architettura, presenza, linguaggio e luogo, c'est-à-dire architecture, présence, langage et lieu. Et par extension, je ne pus ne pas penser au livre L'esperienza dei luoghi, l'expérience des lieux, du si regretté photographe et au départ architecte italien Gabriele Basilico, mort d'un cancer de poumon en février à 2 ans, déjà à l'âge de 69 ans. Je suis donc là, face à la fenêtre, toujours imparfaitement occulté par un rideau, le pied mouillé et le peignoir froissé dans la main. Frigorifié dans ma nudité matinale, je m'apprête à tirer le rideau et à rencontrer le jour. D'un coup sec, de gauche à droite, je libère la lumière qui s'infiltre dans la pièce. Ma nudité, telle l'homme de Vitruve debout, se découpe parfaitement dans le cadre vitré de la baie, et je me demande à quoi elle peut ressembler vue d'en face, de l'autre côté de la rue, où se trouvent d'innombrables fenêtres et porte-fenêtres, tels yeux à travers lesquels la réalité rentre et sort, les yeux qui scrutent le moindre signe dans le domaine public, les yeux qui veillent sur les âmes à l'extérieur. Une fois, à la fenêtre, je vis une jeune femme tirer son rideau d'un coup tout aussi sec, et elle aussi, elle est apparue en une fraction de seconde, dans toute sa nudité splendide, comme une stripteaseuse dont l'effeuillage se soit contracté en une seule image iconique. Je pensais à elle en tirant mon rideau, et j'allais dire « je pense à elle »,
car c'est un geste répété que je fais consciemment, c'est un salut que je fais à quelqu'un là, en bas, en face, mais aussi au jour naissant. Je me retournai donc, mis le peignoir sur mes épaules pour me libérer les mains, enfilai les espadrilles trouées sous un tas de livres qui jonchaient le sol, et me mis en route pour la salle de bain. La tache de lumière initiale a entre-temps disparu, et une lueur plus diffuse maintenant enveloppait la chambre. À mi-chemin, j'ouvris le placard pour sortir mes habits du jour, mais ce fut sans me rappeler que la veille, impatient, j'ai bourré l'étagère des pulls à la hâte de façon totalement instable et précaire. La pile des pulls dégringola et j'eus juste le temps de refermer la porte pour empêcher qu'une autre catastrophe se produise. La porte de la salle de bain resta coincée à mi-chemin, bloquée qu'elle fut par quelque chose au sol. Un tapis de bain, des chaussettes, des slips, que sais-je. Rentrant dans la salle de bain, je dus donc me baisser pour libérer la porte, effectivement des chaussettes, et atteindre l'interrupteur caché derrière. Une odeur âcre de l'humidité du moisi régnait dans la pièce. Je dressai l'oreille pour savoir si la VMC était en marche, mais n'entendis rien. L'unique plafonnier, vieux comme Hérode, donnait à la pièce un aspect lugubre. Je me promis dès que possible d'aller acheter la réglette, fluo au-dessus du lavabo qui était pété, jetai le peignoir par terre, vidai ma vessie, en visant bien la lunette, mais en évitant en même temps d'uriner directement dans l'eau, car je suis un garçon délicat qui ne fait pas de bruit, tirai la chasse d'eau et montai dans la baignoire pour prendre une douche. Je ne sais pas par quelle association d'idées, sûrement une image rémanente, j'entrevis ma copine assise en califourchon sur le bidet, absent, mais chassai vite ces idées inutilement subversives et m'aiguillai vers des considérations matinales dites ordinaires, à savoir la résolution des problèmes du jour. Dressé face au miroir, j'essayais de me reconnaître, tellement mon visage me parut déformé par la lumière verdâtre venant du plafond. Je me raserai ce soir, me dis-je, dans l'espoir de penser acheter l'ampoule en rentrant. Ce n'est pas évident autour du parc, il y a pas mal de restos, mais pas beaucoup de commerces dits de proximité où je pourrais acheter cette chose si banale. Sorti de la salle de bain, je remarquai tout de suite un changement d'ambiance radical. La lumière du jour s'est faite plus homogène, mais la luminosité a perdu en intensité. En un rien de temps, les rayons invisibles d'un hypothétique soleil auront changé de côté. En l'instar des ateliers de peintres, ma chambre baignait dans la lumière homogène et régulière du nord. Par contre, les fenêtres d'en face se réchauffèrent dans les éclats d'ambre et me renvoyèrent à ma propre solitude, seul dans une chambre de nord. Heureusement, les quelques arbres devant mes fenêtres me tiennent compagnie. Branches nues, pour le moment, nouées et noires, comme les doigts d'un vieillard, mais avec promesse des fondaisons futures. Bientôt, je ne verrai plus rien, pas d'immeuble d'en face, juste le feuillage et le ciel au-dessus. J'entr'ouvris ma porte-fenêtre à l'espagnolette pour aérer un peu. Aussitôt, le cours fluctuant de mes pensées souterraines s'interromput et je fus amené dans Ici et Maintenant, dans le flux des choses, par un bruit provenant de la ville. À cette heure-ci, le trafic battait son plein et les klaxons indiquaient l'embouteillage habituel. Je fermai aussitôt la fenêtre, préférant l'air stagnant de ma chambre à celui infect de la rue. Je n'étais toujours pas habillé. Je rouvris tout doucement le placard et tout en maintenant d'une main la pile des pulls fâchés, je sortis le caleçon et les chaussettes et refermai tout aussi doucement la porte. À moitié vêtu maintenant, je me remémorais que mon pantalon de la veille doit être pendu sur le porte-manteau fixé sur la porte de la salle de bain et y entrai. De nouveau, le processus se répéta et ce fut le pantalon qui, une fois la porte ouverte, cachait l'interrupteur. Mais cette fois, plus aucune adrénaline ne m'envahit. Au contraire, je pris la chose avec une certaine résignation. Je reconnus que là, tout mon être se remit sur la longueur d'onde habituelle et que la journée pouvait enfin commencer. Pour quitter ma chambre, je tendis ma main droite, la posai sur la poignée de porte et tirai. Le contact avec le métal fut vif et cette froideur impersonnelle du matériau inerte m'incommoda une fois de plus. Mais ce désagrément ne dura pas longtemps, chassé qu'il fut par ce qui s'étalait devant mes yeux. Le panorama de la ville baignait dans la lumière oblique du soleil du matin d'hiver. Soleil certes encore anémié, mais soleil quand même. Les branches d'arbres filtraient et décomposaient cette lumière, lui donnant une tonalité à la fois dorée et nacrée. L'air était comme embué et translucide ce matin, pénétré par une pellicule de givre. Je remerciai l'instant supérieur pour ce spectacle,
et me dit « Quel dommage que cette fenêtre soit celle d'une cuisine. » Enfin, comprenez-moi bien, j'ai rien contre les cuisines, seulement elles restent pour moi des endroits prosaïques dédiés aux préparations des repas, même si je sais aussi que d'innombrables artistes écrivains vivant dans les lieux exigus ont dû travailler dans cet endroit, dans l'odeur des choux-fleurs en cuisson ou parmi les épluchures de pommes de terre accumulées sur le plan de travail. Effectivement, baissant les yeux sur la paillasse à la recherche des ustensiles pour préparer mon thé, toute pensée métaphysique me quitta et j'entrai de plein fouet dans l'air de l'immanence. Ce qui est bon pour la santé, ce qui n'est pas bon pour la santé. Les bienfaits des antioxydants du thé vert le matin, effacés par les excès de l'alcool le soir, et vice-versa, toujours le même refrain. Malgré mon jeune âge, je commençais déjà à percevoir quelques signes de la fatigue hépatique et je suis devenu sensibilisé à la question. Je pris la bouillarde dans ma main droite et ouvris le robinet de l'eau froide de ma main gauche, le remplis et reposé sur la plaque. Je pris la théière, la remplis de feuilles de thé, appuyai sur le bouton Start et attendis. Impeccable. Le croissement d'une corneille me replongea dans la peinture hollandaise, cette fois celle de Bruegel. L'hiver et son temps immobile et suspendu, les étangs gelés, les bois et bosquets transis, les plaines silencieuses. Je ne sais pas combien de temps s'écoula, mais lorsque je revins à moi, un large rayon de soleil traversait ma fenêtre, certes, dans un angle encore fermé, mais quand même. Mon thé était maintenant froid. La réalité fit de nouveau son entrée fracassante, et je me dis, lève-toi du con et fais quelque chose d'utile. Il est temps de déguerpir. Je jetai un dernier regard qui se voulait déchirant au panorama de la capitale, désespéré de devoir la quitter déjà et pour toute la journée. Toujours torse nu, je fis un crochet par la chambre où je ne trouvais qu'une seule chemise qui correspondait aux deux critères suivants, d'être repassé et de s'accorder avec mon pantalon. Ça peut vous sembler bizarre, mais en même temps, vous comprenez sûrement qu'en tant que jeune étudiant en architecture, je me dois d'accorder les couleurs et les matières. J'avoue qu'il m'arrive parfois de passer un temps démesuré avant de stabiliser mon choix, tout ça en absence d'un vrai miroir. De taille humaine, pas un seul pan de mur disponible pour en fixer un. Du coup, dans le désespoir de cause, j'ai acheté une grande psyché qui maintenant gêne la circulation. Il n'y a pas de lumière du jour dans mon entrée, et du coup, le jugement des couleurs dans la lumière d'une lampe fluo compacte fatiguée est faussé. Après une courte hésitation, je repoussai la porte et rentrai dans ma chambre pour vérifier si accord il y a. La lumière y fit parfaitement froide et désintéressée. Un jugement objectif, me dis-je, satisfait qu'à la moitié. En sortant de mon appartement, je fis bien attention de tenir mes clés dans la main avant de claquer la porte. Celle-ci est en effet munie d'une poignée de tirage et non d'une béquille ou d'un bouton molleté qui, eux seuls, permettraient de l'ouvrir de l'extérieur. Aspect important pour les étourdis de mon genre. Donc je vérifiais tout, puis en même temps je cherchais à tâtons l'interrupteur du couloir, car ici la lumière du jour ne fut prévue que parcimonieusement. En retirant la clé, j'entends un petit claquement à ma droite et vois Thomas, mon voisin, sortir lui aussi. « Salut, ça va ?» lui dis-je. « Ouais, t'es dans le cul, me répond-il. Nous nous dirigeons ensemble vers la cage d'escalier qui ne communique pas avec l'extérieur, aucune ouverture. Un hublot bas de gamme muni d'une même lampe fluo compacte à 2 balles, comme dans mon entrée, éclaire la scène où on voit notre copine Mathilde monter l'escalier que nous descendons. Mathilde est alors vue en plongée, et ce matin, vraisemblablement par hasard, elle porte une robe fuchsia ostensiblement décolletée, comme la plupart des robes d'aujourd'hui, où la pointe triangulaire cadre la naissance des seins, comme une flèche indiquant le sens unique. Mais Mathilde tourne déjà sur le palier intermédiaire, et nous nous y croisons. J'essaie d'avoir l'air serein et désintéressé, mais du mal à cacher le pouls accéléré, et le pourpre qui, malgré l'interdiction formelle que je délivre à mon hypothalamus, me monte aux joues. L'escalier est vraiment un lieu génial, et par ricochet, je pense au livre « La vie mode d'emploi » de Georges Perec, et à son premier chapitre appelé « Dans l'escalier », où il est question de cet endroit neutre, ou de ce qui se passe derrière le lourd port des appartements, d'où on ne perçoit plus souvent que les échos éclatés, ces bribes, ces débris, ces esquisses, ces amorces, ces incidents, ces embryons de la vie communautaire qui s'arrêtent toujours au palier. Quand un escalier est réussi, c'est un véritable lieu de vie, et je pense immédiatement à celui de Bauhaus,
fait par Walter Gropius. Sur combien de peintures ou photographies nous est donné à voir ces étudiants heureux d'être là, ensemble? Hélas, l'escalier de ma résidence n'est pas un lieu, c'est plutôt un rebut, une de ces constructions visiblement préfabriquées pour des raisons exclusivement économiques et qui ne véhicule rien d'autre que le degré zéro de la pensée, car dépourvu de toute volonté d'hospitalité ou d'empathie envers ceux qui l'empruntent tous les jours. Pourtant, il suffirait peu, pensais-je, pour que le couloir et l'escalier, bref, les parties communes, soient elles aussi traversées de la lumière, comme ma fenêtre de cuisine pour qu'elle aussi nous donne des ouvertures, des cadrages, des seuils. Avec Thomas, nous poussâmes la lourde porte réputée coupe-feu, mais qui en même temps ne semblait pas pouvoir se refermer sur ses huisseries, et nous nous retrouvâmes dans le hall, au rez-de-chaussée, au pied des arbres. Là, en effet, l'architecte parut plus inspiré. De larges baies donnaient abondamment sur une sorte de sous-bois, permettant au regard d'échoir dans cet écrin de verdure et d'y rester, lové dans ce microcosme rassurant. Je dis bonjour, comment ça va, et fis la bise à Madeleine, qui s'occupe de l'entretien. D'autres étudiants étaient assis là, plus ou moins en face à la baie, tasse de café à la main. Le distributeur n'est pas très loin, et c'est un endroit qui invite vraiment à s'y attarder, bavarder un peu, échanger les dernières nouvelles, se rencarder pour les fêtes à venir. J'ai pratiquement oublié que j'étais à la bourre, et je me suis laissé entraîner à boire un café avec Bertrand. Bertrand chapeaute un peu la gestion de la résidence et fait le pivot entre la direction et les étudiants dont il est le représentant. Bertrand voulait s'entretenir avec moi du problème des poubelles. Effectivement, étant donné qu'aucun gardiennage était prévu dans cette résidence, il était convenu avec la direction que la sortie et l'acheminement des poubelles sur rue serait assurée par les étudiants eux-mêmes, en roulement. Or, il y a eu visiblement des problèmes annexes, et une assemblée d'étudiants est convoquée ce soir pour traiter la question de gestion des déchets, me dit Bertrand. Depuis que la résidence est installée ici, le parc a arrêté d'être un parc et est devenu une sorte de pré ou parvis végétal, agrémenté de quelques jardins potagers dont s'occupent des résidents. De derrière du distributeur apparut une très belle jeune femme, décidément, me dis-je, une journée qui part finalement sous de bons auspices. Elle s'appelle Alice et est notre bibliothécaire. Tout le monde flash sur elle et moi aussi je la ziote avec insistance. Elle aussi, elle semble me voir tout de suite et mon cœur se met à battre la chamade, mais au lieu de me proposer un rendez-vous ou quelque chose dans le genre, elle me rappelle que je n'ai toujours pas rendu le numéro de El Croquis consacré à Aires Mateus, numéro que j'ai maté, je vous le jure, jusqu'à l'épuisement. J'ai oublié de vous dire qu'en tant qu'étudiant en archi, je cherche à bosser sur un chantier et que l'autre jour, dans la rue Pia, j'ai rencontré un autre étudiant en archi qui doit faire un projet dans le coin et qui m'a parlé enflammé des archis portugais d'Aires Mateus. Ok. Aires Mateus, j'aime bien, mais là, c'est Alice qui m'intéresse. L'autre jour, j'ai lu, dans le livre de Paul Auster, La Chronique d'hiver, quelque chose qui pourrait vous rapprocher de ce que je ressens. Là. Paul Auster, dont ce sont les souvenirs, se parle en deuxième personne singulier pour nous faire sentir peut-être quelque chose de plus insistant, inséparable. Il dit « Dès le début de ta vie consciente, tu as été un esclave consentant d'Eros. Les filles que tu as aimées, jeune garçon, les femmes que tu as aimées, devenues hommes, chacune différente des autres, quelques-unes rondelettes et d'autres maigres, quelques-unes petites et d'autres grandes, quelques-unes portées sur la lecture et d'autres sur le sport, quelques-unes moroses et d'autres extraverties, quelques-unes blanches et d'autres noires et d'autres encore asiatiques, mais rien de ce qui restait en surface n'avait d'importance pour toi. Ce qui comptait, c'était la lumière intérieure que tu détectais chez une femme, l'étincelle de singularité, le flamboiement du soi révélé, et cette lumière la rendait belle à tes yeux, même si d'autres étaient aveugles à la beauté que tu percevais. Et alors tu brûlais d'être avec elle, près d'elle, car la beauté féminine est une chose à laquelle tu n'as jamais pu résister. La bibliothèque était vraiment une pièce douillette, tapissée de livres du sol au plafond. Elle procure une sensation d'intimité et de sécurité extraordinaire. Tapis au sol et partout ailleurs, les livres, cela ressemble à un écrin de velours, ouaté, une capsule coconneuse, où chaque bruit hostile est aussitôt absorbé, éliminé. Règne le silence, la méditation. Si votre regard se perd par hasard, il peut s'échapper par les quelques baies qui cadrent le proche des arbres et plus haut la découpe du ciel. La bibliothèque se trouve à l'extrémité ouest de la résidence et se perçoit comme une dilatation turgescente aimable, un appendice fabuleux et secret sortant de la verdure à la rencontre des passants et du grand lointain
Et si le mouvement pendulaire inimitable des hanches d'Alice n'était pas venu traverser mon cône visuel de 60 degrés et interrompre le flux de ces digressions sans fin, j'en serais encore là, à la bibliothèque. Le temps passe, la vie trépasse, le sablier et le crâne. Je quittai la bibliothèque, ouvris la porte donnant à l'extérieur et sortis sur la place. Le chemin gravier fin m'amena jusqu'à une sorte de garage, lové dans le soubassement ventru du bâtiment, où nous garons nos vélos. Je fis le code et tirai la porte grillagée. Elle s'ouvrit assez péniblement et avec cuinement. Il faut que je dise à Madeleine de faire quelque chose. Je trouvais mon vélo tout aussi péniblement dans ce bordel d'engins que nos locataires cyclistes laissent derrière eux, après moi le déluge. Après avoir soulevé et écarté plusieurs vélos encombrant la circulation, je pris le mien et le sortis. L'air, j'enfourchai mon vélo et choisis une descente douce, un chemin sans escalier pour déguster pleinement cette échappée aérodynamique, l'air frais et revigorant me flagellant le visage comme par des rameaux d'osier. Arrivé en bas, je me retournai et jetai un regard tendre au bâtiment blanc, se dressant de façon hiératique, se hissant au-dessus des ramures. Le soir, lorsque je revins au même endroit, les tonalités et les valeurs se trouvaient comme inversées. Le ciel noir reposait maintenant sur les constructions claires. Il semblait peser de tout son poids sur les anfractuosités claires de peau de la ville. Le macadam luisait jaune-orangé sous les réflecteurs en sodium haute pression et aucune couleur ne trouvait là sa vraie nature. Le site reposait dans la pénombre, épargné des projecteurs. Aucune lumière ne semblait vouloir désigner la présence du foyer. Tapis dans le noir, celui-ci ne se signalait que par quelques fenêtres éclairées, derrière lesquelles les occupants s'affairaient sûrement à une occupation de la plus haute importance. À pied, le guidon de mon vélo dans ma paume droite, j'entamais le retour. Poussant mon vélo, je poursuivais le chemin balisé par de minuscules loupiottes qui, tels champignons du troisième type, poussaient au bord du chemin. Quelques lampadaires plus haut perchés avaient eux aussi donné de leur concours pour indiquer la route aux pèlerins fatigués. Ça y est, arrivé au pied du bâtiment devant la porte grillagée du local à vélo, le détecteur de présence actionna la réglette et le fluo jeta au sol son empreinte inquiétante. Je refis le code et dans l'espace sous-éclairé du garage, je rangeai mon vélo et ressortis. Je longeai le bâtiment sur son flanc, guidé par sa masse ténébreuse, et trouvai sans difficulté la porte vitrée, rétroéclairée du hall. Plus d'Alice, ni de Madeleine, seuls quelques étudiants éméchés buvaient un coup dans le hall, cible facile dans la nuit. Le ricanement se fit insistant, réverbéré par les chapeaux au sol et les parois nues en béton. Je cherchais du regard quelqu'un que je connaissais, mais ne trouvais personne. Je décidai d'abréger la soirée et rentrai sans autre forme de procès dans mon studio. En montant l'escalier, aucune contre-plongée avantageuse ne s'est proposée à mon regard, à cette heure-ci déjà totalement désabusée. Aucune Mathilde n'est venue croiser ma montée. Je suis monté pour ainsi dire sans encombre. La cage d'escalier et le couloir n'ont pas tout à fait changé d'aspect, toujours aussi peu inspiré et glauque. Enfin, je mis la clé dans la serrure et ouvris doucement la porte. Mon entrée blafarde m'accueillit à son tour, avec un sentiment de déréalisation extrêmement réussi. Et je me rendis compte que j'ai encore oublié d'acheter cette satanée ampoule. Assoiffé, je poussai la porte de la cuisine et me trouvai face au même spectacle que ce matin, sauf que ce soir, il eut l'air encore plus beau. Une nappe blanchâtre, tel un drap translucide, en lambeaux, enveloppait le ciel d'un halo surréel. C'est seulement maintenant que je m'aperçus à quel point la lune était à l'œuvre et à quel point elle répandait ses fils tissés d'argent dans tous les sens, dans toutes les directions du monde. Aucun sodium haute pression ne venait faire ici la concurrence au royaume blanc du blanc lunaire. À un instant, on se serait cru ailleurs, pas spécialement dans une ville, et pas spécialement dans cette capitale du XIXe siècle, toute béniaminienne. On était dans un monde à part, peut-être davantage référencé au tableau de Paul Delvaux. Je crus un instant que la terre entière allait basculer dans un monde jusqu'alors inconnu, fait de liens immatériels et d'amour éternel transgressant allègrement les conflits d'intérêt terrestre. Je déglutis à sec et comme à mon habitude, lorsque le mot se met à manquer et l'émotion se fait trop présente. Seul face à la nappe déchirée de notre innocence supposée,
Je contemplais le reflet nocturne de notre présence au monde diurne invisible. Me retournant sur les talons, et sans que mes yeux y participent d'une quelconque façon, à l'aveugle, au toucher, je tire la porte du frigo et sortis ma bouteille de blanc. Ce soir, je ne vais pas traîner dans la salle de bain, je vais écourter ma toilette pour pouvoir veiller dans le noir un peu plus longtemps. Je sortirai de la salle de bain, jetterai un peignoir par terre et me glisserai nu sous les couvertures. Je regarderai ensuite le plafond et tâcherai de toutes mes forces de savoir si la tache blanche de la lune, renvoyée par la façade en face, bouge ou pas. Très concentré, je tâcherai de mesurer l'écart possible dans ce cours nocturne de la lune et conscient de la vanité de ma tâche, j'arrêterai, me lèverai, tirerai le rideau et m'endormirai. Merci.